Mesdames, Messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Les organisations de la société civile créent une plateforme nationale sur la gestion durable des forêts. Les initiatives locales dans la lutte contre les changements climatiques seront soutenues par cette structure fêtière. La rentrée des classes approche à grands pas, d'où l'accélération des préparatifs pour être fin prêt le jour J. Première étape, les inscriptions et réinscriptions dans les établissements d'enseignement où l'affluence constatée à Ouagadougou n'est pas assez importante. Mais tout d'abord, vous l'avez constaté, une interruption des programmes de la RTB est intervenue ce jour de 10h à 18h. Elle était due à des aménagements techniques qui commandaient une suspension temporaire des émissions du petit écran. Ainsi, depuis 18h, les émissions ont repris leur cours normal. Cela dit, les députés membres du réseau des parlementaires en population et développement ont tenu ce matin dans les locaux de l'Assemblée nationale un atelier de restitution. La restitution de 2 rencontres internationales et un exposé sur le concept de dividende démographique était au menu de la formation. Reportage Sylvain Bebamba. Porté à la connaissance de l'ensemble des députés membres du réseau des parlementaires en population et développement, la déclaration d'Abidjan issue du Forum des parlementaires africains sur la population et le développement, ainsi que la déclaration de Stockholm émanant de la conférence internationale sur la population et le développement, c'est l'objectif du présent atelier. La déclaration d'Abidjan, elle fait suite donc à la mise en place du bureau africain du réseau des parlementaires en question de population et développement. Et lors donc de la déclaration d'Abidjan que nous avons à lire lors du sommet de Stockholm, il s'agissait donc pour nous d'interpeller les gouvernants à prendre des mesures fortes allant dans le sens des questions de planification familiale, allant dans le sens de la santé de la mère et de l'enfant, et également permettre aux populations un accès facile aux centres de santé et également à l'éducation. Il y a une trentaine d'axes que nous avons défini à travers cet engagement. Un exposé du Dr Kobiane sur le concept du dividende démographique permettra également aux parlementaires d'avoir une bonne compréhension de ces 2 déclarations. Cette activité, partie intégrante du programme du réseau, devrait se poursuivre par une large diffusion des déclarations dites d'Abidjan et de Stockholm. Une étude pour connaître les facteurs qui accentuent la vulnérabilité des populations face aux catastrophes a été conduite par l'ONG espagnole DARA et mise en œuvre par le réseau MARP Burkina. L'étude a concerné 3 régions et a permis de déceler de nombreux facteurs qui rendent les populations vulnérables face aux catastrophes. Les résultats ont été présentés hier au cours d'une rencontre qui a connu la participation d'une quarantaine de structures du public, du privé et de la société civile. Les précisions, Frédéric Etienne Bassenga. Réunis autour d'une table, les représentants d'une quarantaine de structures du public, du privé et surtout de la société civile prennent connaissance des résultats de l'étude menée par le réseau MARP Burkina. Conduite sous la houlette de l'ONG espagnole DARA et de la CEDEAO, cette étude sur les facteurs de risque qui accentuent la vulnérabilité des populations face aux catastrophes a concerné 3 zones à savoir Dori, Léo et Ouagadougou, et les résultats sont édifiants. Il faut retenir de cette étude qu'il est toujours important et possible d'agir sur les facteurs qui puissent accroître la vulnérabilité des populations. Il est évident que l'être humain en tant que tel n'a pas de force pour arrêter une catastrophe. Mais il peut entreprendre des actions pour soit amoindrir les chocs ou bien même prévenir ces catastrophes. Donc l'objectif aussi de ces genres d'études, c'est dans ce sens aussi. La présentation des résultats de cette étude aux participants a suscité des échanges nourris et c'était là tout l'intérêt de cette rencontre nationale de validation. Tous les acteurs présents soulignent la pertinence de cette étude, surtout pour un pays comme le Burkina Faso, permanemment exposé aux aléas des changements climatiques. Je pense que c'est une très bonne anticipation. On a vécu les catastrophes du 1er septembre 2009. On n'était pas vraiment préparé. Et je pense que ce type de rencontre, ce type d'atelier va permettre de prendre en compte tous ces éléments de l'anticipation et pouvoir donc nous préparer à être beaucoup plus réactifs
pour le bonheur de nos populations. Les résultats de cette étude sur les facteurs qui accentuent la vulnérabilité des populations aux catastrophes naturelles constituent un outil important de prise de décision afin d'améliorer la résilience des communautés. Document final validé, la prochaine étape, c'est le plaidoyer auprès des décideurs et de l'ensemble des acteurs concernés par la question. Lancement à Dédougou du projet Zéro fistule obstétricale dans la région de la Boucle du Monde par la Jeune Chambre internationale de Dédougou. D'un coût global de près de 5 500 000 francs CFA, le projet est financé par le Fonds des Nations Unies pour la population UNFPA. Il concernera les 6 provinces de la Boucle du Monde. La Jeune Chambre internationale veut, à travers ce projet, accompagner l'État dans la lutte contre les fistules obstétricales. Reportage à Dédougou, Francis Tien. C'est dans la cité de Bangui que les responsables des jeunes chambres internationales de Dédougou et de Ouagadougou se sont donné rendez-vous pour le lancement officiel du projet Zéro fistule obstétricale dans la région de la Boucle du Mouhoun. Éradiquer les fistules obstétricales de la localité, c'est l'objectif visé à travers ce projet d'un coût global d'environ 5 500 000 francs CFA. C'est un projet ouvert à toutes les femmes de la Boucle du Mouhoun, la région cible que nous avons choisie. Et beaucoup sont ces femmes qui ont ce mal mais qui ne veulent pas le faire savoir. Sketch et témoignages sur la maladie ont été les temps forts de ce lancement. Selon une étude du Fonds des Nations Unies pour la population, plus de 2 millions de femmes dans le monde souffrent de fistules obstétricales, à savoir une communication anormale entre la vessie et les organes génitaux. Et les accouchements compliqués en sont la principale cause. Les malades sont cependant victimes de discriminations sociales. Pour gagner le combat contre la fistule, les initiateurs du projet comptent mettre l'accent sur la sensibilisation. Tout commence d'abord par la sensibilisation, puisque le véritable problème de cette maladie, c'est surtout les mariages précoces. Et donc nous allons commencer par essayer de sensibiliser et de faire changer un peu les mentalités sur ce point. Désormais, les membres du projet identifieront les malades afin de les orienter vers le CHR pour une prise en charge. Une prise en charge qui sera financée par le Fonds des Nations Unies pour la population. Le 6e Conseil scientifique international du Centre Mirage se tient depuis hier à Bobo-Dioulasso. Pendant 2 jours, les chercheurs du centre vont soumettre leurs travaux à leurs pairs dans un souci de perfection des résultats de la recherche. Le Centre Mirage œuvre à travers la recherche, la formation et l'expertise au développement sanitaire du Burkina. Kadou Romenki à Bobo-Dioulasso. C'est cette brève présentation du Centre Muraz par son premier responsable qui a donné le ton à ce 6e Conseil scientifique international de la structure à Bobo-Dioulasso. Réunis pour une contribution efficiente à la santé des populations, les chercheurs du Centre Muraz vont soumettre leurs travaux à l'appréciation de leurs pairs. C'est la seule manière d'avoir une vision objective, externe de l'activité. Le chercheur ne peut pas s'évaluer tout seul. Et il a besoin de conseils, et c'est une forme de compagnonnage. Je crois que la présence du ministère de la Santé, c'est pour témoigner en tout cas cette gratitude-là à l'ensemble des chercheurs et surtout soutenir encore l'action de ce Conseil scientifique international que nous saluons pour les orientations, pour l'éclairage en tout cas que ce Conseil n'a cessé en tout cas d'apporter au Centre Muraz pour lui permettre véritablement de jouer son véritable rôle de moteur, de locomotive dans le domaine de la recherche en matière de santé pour le développement de notre pays. Recherche, formation et expertise sont les 3 missions confiées au Centre Muraz par l'État burkinabé. Et l'expertise du centre est sollicitée surtout en ces temps où le spectre de la maladie à virus Ebola plane sur la sous-région. Le Centre Muraz joue le rôle de laboratoire de référence au niveau de l'alerte et de la riposte à l'épidémie d'Ebola. À ce jour, nous avons eu 4 alertes à l'échelle du Burkina dans environ 4 régions distinctes et toutes les analyses faites rapidement n'ont abouti à aucun diagnostic positif. Et donc, je répète, il n'y a pas d'épidémie d'Ebola au Burkina Faso. Entre autres résultats probants, le Centre Muraz fait partie du consortium qui a mis au point le vaccin RTSS contre le paludisme. Un vaccin qui est au stade de perfectionnement pour être proposé aux politiques de santé.
Nouvelle manifestation de la police nationale en faveur du salut des vies humaines. Elle a organisé ce matin une opération de don de sang au sein de sa direction générale avec l'ambition de collecter plus de 250 poches de sang en faveur de la banque de sang. Reportage Bouma Ernest Nebi. Un don de sang qui mobilise ici toutes les structures de la police nationale. Par ce geste, la Direction générale de la police nationale, initiatrice de l'opération, entend sauver des vies. On dit généralement que donner son sang, c'est sauver une vie. Et c'est fort de ce slogan-là que la Direction générale de la police nationale, en collaboration avec la banque de sang et l'association SOS Sang, organise ce matin une opération de collecte de sang. Et vous conviendrez avec moi que la police, en plus de ses missions de protection des biens, des personnes et des biens, intervient aussi dans le social. Et c'est tout à fait normal. C'est véritablement le but de cette opération qui vise en tout cas à collecter au moins 250 poches de sang pour contribuer à sauver des vies humaines. Pour le Centre national de transfusion sanguine, CNTS, c'est un geste qui va contribuer à pallier le manque de sang dans les structures sanitaires. Il faut dire que c'est à cette période même qu'on a beaucoup plus besoin de sang, puisqu'il y a la saison pluvieuse qui est là. Donc il y a une recrudescence du paludisme. Et qui parle de paludisme parle d'anémie en général, qui est le plus souvent mortel pour les enfants de moins de 5 ans et les femmes enceintes. Voilà. Et le problème, c'est qu'à cette période encore, ça coïncide avec les vacances scolaires. Et étant donné que ce sont les élèves qui sont le plus souvent les meilleurs donneurs, ça fait qu'on est à l'offre est diminuée alors que la demande ne fait qu'accroître. Selon le directeur général de la police nationale, ce don de sang est un geste habituel de la police qui s'inscrit dans le cadre d'une collaboration entre le CNTS et sa structure. Et une collaboration à laquelle l'on souhaite longue vie pour que plusieurs vies puissent être sauvées. Le chef de file de l'opposition politique, Zéphirin Diabré, accompagné d'une délégation, était hier à l'archevêché de Ouagadougou. L'opposition politique burkinabé est allée réaffirmer ses positions sur un certain nombre de questions d'intérêt national au cardinal Philippe Ouedraogo et recevoir ses conseils en retour. Le cardinal a invité tout un chacun à cultiver la paix et l'amour. Reportage Zalissa Sanfo. Accolade, chaleureuse poignée de main. De bienvenue. C'est l'accueil réservé au chef de file de l'opposition et à sa délégation à leur arrivée chez son éminence le cardinal Philippe Ouedraogo. La suite de la visite se déroulera à l'abri des micros et des caméras. Tant d'attente et de patience que les journalistes sont mis à profit pour parler de l'actualité politique burkinabé et même deviner quelquefois ce qui est en train d'être dit entre ces quatre murs. 45 minutes après, trêve de discussion et de devinette. Le chef de file de l'opposition est là enfin pour dévoiler les vraies raisons de leur présence ici, à l'archevêché. Notre venue ici aujourd'hui s'inscrit dans le cadre de concertations très régulières que l'opposition a avec un certain nombre de forces sociales dans notre pays. Nous avons redit notre position, puisqu'il est quand même bon de répéter, on l'a dit à plusieurs reprises et on le redit encore. Il est important que l'Église catholique le sache et maintenant peut-être que sur cette base-là, elle peut jouer le rôle qu'elle doit jouer dans une société pour parfois ramener les gens à la raison ou les ramener ou les inviter à s'asseoir pour discuter et dialoguer. Et qu'est-ce que son éminence pense de tout cela ? Toutes nos tentatives d'avoir des réponses furent vaines. Et le chef de la délégation de nous convier à demi-mot que le cardinal, comme à son accoutumée, les a invités à cultiver la paix, la tolérance et l'amour. Plus que quelques jours pour la rentrée des classes au Burkina, l'heure est donc aux inscriptions et réinscriptions dans les établissements scolaires. À Ouagadougou, ce n'est pas la grande affluence dans plusieurs établissements visités par notre équipe de reportage, à croire que les parents d'élèves s'y sont pris très tôt. Bref, dans certains établissements, les responsables ne souhaitent pas recevoir de nouvelles inscriptions. Bouma Ernest Nebi. La rentrée scolaire, c'est pour bientôt et dans plusieurs établissements d'enseignement secondaire public à Ouagadougou, les inscriptions sont toujours timides.
Au lycée Philippe Zenda Kaboré, l'on est préoccupé d'abord par la confection des emplois de temps. Les premiers responsables de l'établissement attendent également la fin des travaux de cette commission de répartition des élèves admis à l'entrée en seconde avant de décider de toute inscription. Disons que nous sommes toujours un petit peu en vacances. Présentement, nous sommes en train de confectionner les emplois de temps pour que ce soit prêt le plus rapidement possible. C'est à partir de la rentrée administrative qu'on peut parler d'inscription. Présentement, nous sommes en train de faire la répartition des élèves admis à l'entrée en seconde de la région du Centre. Nous sommes en pleine séance de travail. Nous allons faire la répartition de l'entrée en seconde, voir après les places qui sont disponibles par établissement. Et là, maintenant, c'est du ressort de chaque chef d'établissement de voir ce qu'il faut recruter pour compléter les effectifs. Au lycée Bogodogo, si les réinscriptions ont déjà commencé, l'établissement ne reçoit aucune nouvelle demande d'inscription cette année, comme l'indique l'affiche. Dans les établissements d'enseignement secondaire privé, le constat est tout autre. Les inscriptions et réinscriptions ont déjà commencé. Nous sommes ici au complexe scolaire Les Élites. Présentement, nous sommes à l'étape des inscriptions et des réinscriptions. Même aujourd'hui, nous sommes en train d'organiser le test. Voilà, pour le complément d'effectifs de la 3e et de la terminale D. Voilà. Nous avons commencé les inscriptions depuis le 1er juillet. Nous avons donné le délai pour les réinscriptions, c'est le 15 septembre. Voilà, parce que nous démarrons le cours le 23 pour les classes d'examen. Donc à partir du 15 septembre, tout ancien élève doit être réinscrit. Ça continue aussi avec les nouveaux et ça sera complété par la liste des affectés de l'État. Même constat au lycée privé Les Craques qui nous reçoit ici, dans son annexe. Ici, nous avons 3 troisièmes, voilà, 2 secondes, 3 premières. Oui, les inscriptions ont commencé bientôt pratiquement 1 mois. La particularité de cet établissement est que les inscriptions peuvent se poursuivre même après la rentrée. Il n'y a pas une fin théorique comme ça pour les inscriptions. Même bon, généralement à partir quand même de fin octobre, ça diminue beaucoup. Rappelons que la rentrée administrative dans les établissements d'enseignement secondaire public est prévue pour le 15 septembre et la rentrée pédagogique le 1er octobre. Zignari a abrité une formation de 56 jeunes de 10 pays de l'espace CEDEAO que sont le Bénin, le Mali, la Gambie, le Ghana, le Niger, le Sénégal, le Togo, la Guinée-Bissau, le Nigeria et le Burkina. Après un mois d'acquisition de connaissances professionnelles dans les domaines du foie, climatisation et de la mécanique auto, les stagiaires se sont séparés hier par la remise d'attestations. Une cérémonie placée sous le patronage du ministre de la Jeunesse et parrainée par le ministre délégué chargé de la coopération régionale. Reportage Moussaki. La CEDEAO vient de réussir un autre pari dans sa politique de coopération sous-régionale. Après les chefs d'État engagés dans le processus de libre circulation des personnes et des biens et de partage d'expériences professionnelles, c'est au tour des jeunes de jouer leur partition. 59 apprenants venus des pays de cette communauté ont eu un mois pour se spécialiser en fonction de leur choix dans les filières mécanique auto, froid et climatisation au centre de référence de Zignari. Une fois retournés dans nos quartiers habituels, comme on le dit, nous aussi, nous allons faire savoir aux autres jeunes tout ce qu'on a appris ici, c'est pas pour rien. On a été formés, nous aussi on va essayer de divulguer cette formation pour d'autres jeunes encore. Des matériels que je n'ai jamais vus. Ici, c'est autre chose, quoi. Tu apprends beaucoup de choses ici. Si je rentre au Sénégal, je vais aller dans un autre centre pour faire ça. L'occasion est donc saisie. Le ministre en charge de la jeunesse a félicité ces jeunes et les a fait savoir qu'ils doivent impulser le développement à travers ce qu'ils ont appris. Le parrain, quant à lui, s'engage à chercher des solutions aux préoccupations posées par ces filles. Ce sont des recommandations qu'ils ont formulées et en tant que parrain et avec l'appui certainement du ministère de la Jeunesse, de la formation professionnelle et de l'emploi, nous allons porter ces recommandations aux plus hautes autorités et aux instances aussi de la CEDEAO et de tous les partenaires. Parce qu'en réalité, l'œuvre est commune et c'est avec le soutien de tous que je pense que nous pourrons réussir en tout cas à donner une suite favorable aux recommandations et autres doléances, je dirais, qui ont été formulées par ces jeunes. La CEDEAO
lancé le processus de mise en place d'un fonds d'accompagnement des jeunes. D'ici quelques années, ce fonds sera opérationnel et les jeunes de la CEDEAO qui sortent d'une formation telle que celle-ci pourront déposer des candidatures et des projets bancables en vue de recherche d'un financement pour le projet. Ces jeunes ont souhaité que ce genre de formation soit étendu sur une longue durée et surtout leur dotation en matériel de travail. Le Burkina Faso élabore sa charte foncière locale pour les zones humides de la région du centre-nord. Les lacs d'Em, de Malou, Tougouri, Yalgo et le bassin du Nakabé sont visés par le projet en cours de validation depuis ce matin à Kaya. Il s'agit pour les différents acteurs de valider les résultats des études relatives à l'élaboration de la charte foncière ainsi que les fiches descriptives qui permettront de les inscrire comme sites où les espèces et les écosystèmes naturels seront préservés et protégés. Ernest Kambiri. Les lacs d'Em, de Malou, de Tougouri, de Yalgo et le bassin du Nakambé sont les zones humides d'intérêt régional concernées par le projet d'élaboration de la charte frontière locale et de caractérisation pour en faire des sites Ramsar. Il s'agit de faire de ces zones humides des milieux naturels écologiques viables à l'existence humaine et à la conservation biologique. Kaya, chef-lieu de la région du centre-nord, qui abrite la plupart de ces cours d'eau, il s'agit, dans le cadre de la mise en œuvre du projet Consolidation de la gouvernance environnementale locale COGEL, de faire de ces zones humides des modèles de gestion durable des ressources naturelles renouvelables et surtout de les inscrire au réseau site Ramsar. Aujourd'hui, il s'agit en fait de valider des documents que des consultants ont préparés avec l'appui des différents acteurs au niveau local. Vous savez que les sites Ramsar, c'est d'importance internationale, où on a quand même la biodiversité remarquable, où on a même des oiseaux migrateurs qui viennent de l'Europe. Donc c'est pour protéger cette biodiversité, pour la mettre à la disposition des populations. Et si on arrive à protéger, non seulement ça fournit des biens aux populations, et également ça peut être source de développement socio-économique, d'un tourisme de vision internationale, parce que les gens vont venir voir les sites, ils vont venir voir les oiseaux migrateurs qui viennent et qui repartent. Impulser un développement centré sur la gestion partenariale et durable des ressources naturelles de ces cours d'eau, c'est inciter les communautés riveraines à la protection de ces reliques de plans d'eau pour en faire des pôles de développement économique et social au profit du Burkina Faso. L'Assemblée générale constitutive de la plateforme nationale des organisations de la société civile sur la gestion durable des forêts s'est tenue ce matin à Ouagadougou. L'objectif est de mettre en place une structure fêtière pour conduire le mécanisme spécial de dons en faveur des populations. Il vise à soutenir les initiatives des communautés locales dans la lutte contre les changements climatiques, la déforestation et les mécanismes des gaz à effet de serre. C'est un programme financé par la Banque mondiale et la BAD qui va couvrir 5 régions du Burkina. Adama Koulibaly, reportage. Déforestation, changement climatique ou encore les gaz à effet de serre, ce sont là autant de fléaux contre lesquels des organisations de la société civile se sont engagées. Réunies en Assemblée générale constitutive, elles vont fédérer leur action au sein d'une plateforme nationale des OSC en vue de mettre en œuvre le mécanisme spécial de dons en faveur des populations locales, communément appelé DGM. C'est un mécanisme spécial qui a été mis en place par la Banque mondiale en collaboration avec d'autres banques multilatérales comme la Banque africaine de développement pour justement soutenir les initiatives des communautés locales dans tout ce qui est conservation, gestion durable des forêts, amélioration des conditions de vie des populations, lutte contre le changement climatique. Financé à hauteur de plus de 4 millions de dollars par la Banque mondiale et d'autres institutions multinationales telles que la BAD, ce programme vise à appuyer les initiatives locales en matière de gestion durable des forêts. On estime que dans la mise en œuvre du programme, souvent les intérêts de ces populations sont insuffisamment, les besoins de ces populations sont insuffisamment pris en compte. Donc, comme vous le savez, au niveau de la Banque mondiale, nous avons 2 principes fondamentaux, c'est le développement durable et la lutte contre la pauvreté. Donc, dans le cadre de la mise en œuvre du PIF, il y a eu le mécanisme spécial de dons afin d'aider ces communautés également à accompagner le programme à travers le financement des activités de réduction donc, des gaz à effet de serre. Depuis 2010, le processus a commencé au Burkina et je crois que depuis ce temps, les choses se passent assez bien. Et nous sommes en train d'atteindre donc, j'allais dire, la phase active où justement
le 10e va commencer à se mettre en place. Et il était normal que le gouvernement, non bien seulement, vienne s'assurer de comment les choses se passent sur le terrain, mais aussi pour les encourager et les accompagner. Ce programme va profiter à 8 pays à travers le monde, dont 3 Africains, le Ghana, la RDC et bien entendu le Burkina Faso. L'Est, le Centre-Ouest, le Sud-Ouest et le Centre-Sud sont les régions concernées par ce projet. Le ministère des Infrastructures a initié le 30 août dernier une campagne de reboisement dans la commune de Kombisri. Objectif, faire de la localité une zone verte à travers la plantation de plus de 1000 plants de diverses espèces. Pour l'occasion, les agents du ministère ont reçu l'appui des populations. Bouma Ernest Nebi. En cette période d'hivernage propice pour la plantation des arbres, le ministère des Infrastructures en a profité pour reverdir une partie de Kombisri. Et c'est le ministre des Infrastructures et du Désenclavement Jean-Bertin Ouedraogo lui-même qui a donné le top de départ de cette opération de reboisement. Vous savez que nous sommes dans un pays sahélien, un pays où les changements climatiques sévissent avec beaucoup de durabilité, un pays où nous avons besoin de renforcer les couverts végétales pour les générations à venir. Alors c'est ce qui a justifié que nous sommes là et nous sommes venus ce matin, l'ensemble des directions du ministère, l'ensemble du personnel, soutenir les populations avec l'appui des populations de Kombisri pour mettre en terre les problèmes que vous avez. Aidés par la population de Kombisri et les agents des eaux et forêts, les organisateurs ont pu mettre en terre plus de 1000 plants. Et pour l'entretien, le ministre Jean-Bertin Ouedraogo demande le soutien de tous et souhaite que la place reboisée devienne une forêt au profit de tous les habitants de Kombisri. Le phénomène de la divagation des animaux perturbe la circulation dans la ville de Koudougou. Les animaux en liberté disputent la chaussée aux usagers de la route, leur causant pas mal de désagréments, surtout des accidents. Les autorités municipales de Koudougou avouent leur impuissance face au phénomène, ce qui est paradoxal. Isaïe Parkouda. Nous sommes ici sur la route nationale numéro 14, en plein cœur de la ville de Koudougou. On ne sait plus à qui revient la priorité, aux animaux ou aux hommes. Laissés en toute liberté, les bêtes de toute espèce troublent la quiétude des usagers de la route et causent parfois des accidents de circulation. C'est un problème de société. Je ne peux pas vous dire comment j'ai pris un cochon un soir. Je me suis réveillé à l'hôpital. Est-ce que les gens ils sont conscients, ceux qui les ont laissés, est-ce qu'ils sont conscients qu'est-ce que les animaux peuvent provoquer dans la cité? J'ai eu un accident avec un chien tout récemment. Le plein même vient de finir il n'y a pas longtemps. Et si on pouvait réellement voir ce cas-là, ça allait nous enrager un peu. J'ai vu une fois un militaire qui était parti chercher des produits à la pharmacie. À son retour, il a pris un chien. Or, il voulait sauver un malade à l'hôpital. Ça fait donc 2 victimes. Face à cette situation, que faut-il faire? Les autorités communales disent faire de leur mieux pour arrêter le phénomène. Malheureusement, comme une gangrène, il prend de l'ampleur. Peut-être la potion n'est pas à la hauteur du mal. Le conseil municipal, à chaque session, parle de ça. Et nous avons pris des dispositions, on a fait des communiqués dans les radios, sensibiliser avec les chefs coutumiers, les leaders même d'opinion, pour qu'on puisse vraiment arrêter ça. Entre-temps, les sapeurs-pompiers nous ont dit que les accidents pour les causes d'animaux là, sont nombreuses. Dans ces 2 jours, on a fait des opérations de capture. Avec tout ça, ça persiste. À la fois coupable et victime, les populations doivent prendre conscience que l'élevage en milieu urbain est très exigeant. Il faut vite trouver une équation mathématique pour mettre fin à cela, pour que le tort causé aux citoyens modèles ne soit pas perpétuel. La sensibilisation des populations, la capture quotidienne et le relèvement du prix du gardiennage de 2500 jours sont entre autres solutions pour venir à bout du fléau.
Restons à Koudougou, où les universités des industries culturelles et créatives, initiative du ministère de la Culture et du Tourisme, ont ouvert leurs portes hier. Il s'agit de la première édition de ce rendez-vous. Ces universités se fixent pour objectif de doter les entrepreneurs culturels, les cadres de l'administration culturelle ainsi que les journalistes de connaissances pour redorer le blason de la culture burkinabé. Isaïe Parkouda. Pour donner au secteur des industries culturelles et créatives burkinabé un éclat nouveau, il faut, selon le ministre de la Culture et du Tourisme, renforcer les capacités des entrepreneurs culturels, apporter aux journalistes et aux cadres de l'administration culturelle des compétences nouvelles. Ainsi, pour relever ces défis à l'occasion de ces universités, des séances de formation sur les stratégies de développement des industries culturelles, les techniques d'élaboration des plans d'affaires et les méthodes de critique des œuvres d'art seront organisées à l'intention de ces acteurs culturels. Au niveau de la SCAD, le gouvernement a décidé de promouvoir le secteur de la culture pour le rendre rentable et surtout faire en sorte qu'il y ait, une économie de la culture qui se mette en place pour que la culture participe pleinement au développement économique et social de notre pays, de participer à côté des autres secteurs d'activité, que la culture puisse véritablement prendre sa place. Il faut un capital humain compétitif pour faire face à l'économie de marché de plus en plus exigeant. Or, le secteur des industries culturelles et créatives au Burkina Faso pêche par une faiblesse quantitative et qualitative en ressources humaines, d'où tout le sens de ces universités qui offrent aux hommes et aux femmes du secteur des opportunités afin qu'ils portent haut le flambeau de la culture burkinabé. Aujourd'hui, le secteur subit une mutation. Quand vous prenez par exemple le cas de la musique, avant c'était la vente physique. Qui intéressait les différents producteurs, les éditeurs. Mais aujourd'hui, on est passé à une forme digitale. C'est important de s'adapter, de suivre des formations qui permettent aussi de pouvoir être toujours compétitif dans sa filière. Les journalistes, les entrepreneurs et les cadres de l'administration culturelle ont jusqu'au 5 septembre pour se mouler dans la chaîne de production culturelle et relever les défis de la qualité et de la quantité de la production. Ils devraient, à l'issue de ces formations, contribuer au développement de l'économie de la culture en améliorant la rentabilité et le niveau des recettes en devise à l'horizon 2015. Culture et tourisme toujours. Au nombre des sites touristiques très visités au Burkina figure la mosquée de Ouahabou. Construite il y a près de 2 siècles, cette mosquée a plusieurs dimensions spirituelles, culturelles et touristiques que le visiteur peut appréhender en se rendant dans cette localité située à une vingtaine de kilomètres de Boromo sur la Nationale 1. Reportage Moussa Sano. Elle trône au milieu de Ouahabou et impressionne par son architecture. Selon des sources, cette mosquée, l'unique du village, serait construite au cours de la première moitié du 19e siècle par El Hadj Mamadou Karantao, originaire de Guinée au Mali, l'ancêtre de 7 hommes en blanc et après son retour de la Mecque. Ouahabou était un village Bouaba et s'appelait Pierron. El Hadj Mamadou Karantao a combattu la population de l'époque pour s'installer et faire construire la mosquée. Les travaux ont duré 7 jours. Depuis sa construction jusqu'à ce jour, l'architecture de la mosquée n'a pas connu de changement. Nous n'en voulons même pas. Mais chaque 2 ans, il y a des travaux de réhabilitation. La mosquée de Ouahabou, c'est un édifice en banco qui érige ses piliers et pinacles de terre en forme d'obus hérissés de pieux de bois et couronnés d'œuvres d'Autriche au-dessus d'une enceinte basse de terre lissée à la main. À l'intérieur, la mosquée comporte 5 rangées, toutes réservées aujourd'hui aux hommes. Elle abrite aussi 4 tombes, celle du fondateur, de son fils, de son petit-fils et de son arrière-petit-fils. À cette partie qui constitue l'ancienne construction est annexée une deuxième plus récente et réservée uniquement aux femmes. Cette mosquée a vraiment contribué à la cohésion ici à Ouahabou. Chaque année, nous organisons une grande prière pour demander à Dieu de donner la paix au village, au Burkina Faso et au reste du monde entier. Les fidèles viennent de Bobo, du Ghana, de la Côte d'Ivoire, de partout. Ouahabou compte aujourd'hui environ 7000 âmes vivant essentiellement d'agriculture, d'élevage et de commerce. Et si la population est presque toute musulmane, c'est en grande partie grâce à cette mosquée, l'unique à ce jour dans le village.
Ma conversion à l'islam est venue de la mosquée. Avant nous, c'était nos grands-parents et plusieurs autres personnes. Et tout ça, c'est grâce à cette mosquée construite par El Hadj Mamadou Karantao. Je suis aujourd'hui vraiment content. La mosquée de Wahabou est un lieu de curiosité. Elle est classée parmi les lieux touristiques les plus attrayants de la région de la boucle du Mouhoun. Cette mosquée est l'une des plus anciennes du Burkina. Elle est connue même à l'étranger. Des touristes viennent souvent la visiter. Des gens aussi viennent y prier. Tous, ils donnent quelques sous qui servent à assurer les charges de la mosquée. D'autres, par amour pour la mosquée, apportent leur soutien pour améliorer le mieux-être de la population. À côté de cette mosquée se dresse à Wahabou un autre site touristique tout aussi prestigieux, le palais de El Hadj Mamadou Karantao, le fondateur de la mosquée, une mosquée et un palais construits à la même période, c'est-à-dire au cours de la première moitié du 19e siècle. Et si la mosquée présente encore aujourd'hui un visage rayonnant, ce n'est pas le cas du palais qui est en ruine et qui demande une réhabilitation. Fin de cette édition, merci de l'avoir suivi attentivement. Excellente soirée à toutes et à tous en compagnie de la RTV.